Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube de Cryptost. Le Bitcoin est au-dessus des 37 000 $, l'Ether est au-dessus des 2 000 $. On a un peu l'impression que ce bear market est enfin derrière nous. On peut aussi légitimement se poser la question, est-ce que ça veut dire que le bull run va repartir bientôt? Bon, c'est évidemment la question que se pose la majorité des investisseurs en ce début de semaine. Nous, comme d'habitude, comme dans chaque épisode du Récap Crypto, on va parler d'actu. Et justement, la semaine dernière, pour que le marché aille aussi bien, il y a eu forcément des très bonnes actualités. Et c'est ce qu'on va voir ensemble dans cette vidéo. Et je vous propose qu'on commence sans plus tarder. C'est parti! Et je vous propose qu'on commence cet épisode du Récap Crypto en parlant des ETF aux États-Unis. Alors pas d'inquiétude, ça va pas être que comme d'habitude, on va pas parler que des ETF Bitcoin Spot, vous allez voir. Mais on va quand même commencer par là puisqu'il y a une petite actualité qui pourrait potentiellement vous plaire et qui donne des indications sur la direction dans laquelle va aller la SEC, le gendarme boursier américain, quant à sa décision d'approuver ou non un ETF Bitcoin Spot. En effet, ce sont des propos qui ont été rapportés par nos confrères de CoinDesk qui expliquent que, selon eux, la SEC aurait entamé les négociations avec Grayscale à propos de la conversion de son fonds Grayscale Bitcoin Trust en un ETF Bitcoin Spot. Des discussions qui sont continues, constantes et quotidiennes depuis cette date. Et oui, pour rappel, et si ça vous intéresse, on a une vidéo complète dédiée à ce sujet. Grayscale avait fait une demande pour convertir son Grayscale Bitcoin Trust en un ETF Bitcoin Spot. La SEC avait refusé cette demande et Grayscale avait porté ça jusqu'à la justice américaine qui avait statué qu'en effet la SEC n'avait aucune raison d'avoir refusé cette conversion et donc d'avoir accepté le tout premier ETF Bitcoin Spot. Depuis, la SEC a donc soit à trouver un nouvel argument, ce qui va être évidemment une chose beaucoup plus complexe, ou à accepter cet ETF Bitcoin Spot de Grayscale. Donc voilà, cette actualité, aussi insignifiante puisse-t-elle être, montre quand même que les avancées sont très encourageantes, qu'on va dans la bonne direction et que la question n'est plus de savoir si est-ce qu'un ETF Bitcoin Spot sera accepté, mais plutôt quand est-ce qu'il sera accepté et quel gestionnaire d'actifs en bénéficiera. Et je vous avais promis qu'on n'avait pas parlé que des ETF Bitcoin Spot et donc on va parler aussi des ETF Ethereum Spot. Et oui, parce que si l'actualité précédente avec Grayscale et la SEC a permis au Bitcoin d'aller toucher les 38 000 $, il y a une autre actualité qui a permis à l'Ether de se stabiliser au-dessus des 2 000 $ et d'aller même toucher les 2150 $ la semaine dernière. Et la raison, elle se trouve une nouvelle fois du côté des ETF puisque le plus grand gestionnaire d'actifs au monde, BlackRock, a déclenché un processus pour déposer une demande d'ETF Ethereum Spot auprès de la SEC. Alors je ne vais pas vous faire l'affront de vous refaire un cours sur les ETF Spot, on en a déjà beaucoup parlé, mais l'idée qu'il faut retenir c'est que l'actif sous-jacent n'est pas tradé sur les marchés à produits dérivés, il est tradé sur les marchés au comptant et donc concrètement il est réellement détenu derrière dans les wallets du partenaire de BlackRock qui sera d'ailleurs, je le précise encore une fois, Coinbase. Et donc ça signifie qu'il y a potentiellement des centaines de millions de dollars qui pourraient se déverser sur le marché des crypto-monnaies et qui pourraient donc soutenir la hausse croissante de ces deux actifs, donc le Bitcoin et l'Ether. Alors évidemment, il y a quand même quelques points noirs à mentionner. Ça n'est pas parce que l'ETF Bitcoin Spot est en bonne voie pour être approuvé que ça va être la même chose pour l'ETF Ethereum Spot, puisque aux États-Unis, on ne se pose pas trop, en tout cas plus trop la question de savoir comment considérer Bitcoin. On considère plutôt que c'est un commodities et donc ça n'est pas un securities et donc ça n'est pas à la SEC finalement de devoir statuer dessus. En revanche, pour Ethereum, comme pour de nombreuses autres crypto-monnaies, la question en ce moment c'est de savoir est-ce que ce sont des securities. Et justement cet élément pourrait quand même être un point bloquant dans la vocation de créer un ETF Ethereum Spot puisque la SEC n'a pas encore statué et qu'on ne sait pas vraiment ce que ça pourrait donner si elle venait à considérer l'Ether comme étant un securities. En tout cas, voilà, ça reste quand même une bonne nouvelle pour la deuxième crypto-monnaie la plus capitalisée du marché. Et dans l'actualité également, on a entendu parler de la plateforme d'échange de crypto-monnaies Kraken qui s'intéresserait potentiellement aux solutions de seconde couche d'Ethereum et plus particulièrement, d'après l'information rapportée par CoinDesk, il s'intéresserait aux solutions Polygon et aux solutions Zcasing développées par Matter Labs qui sont toutes deux des solutions de type ZK Rollup, donc basées sur les Zero Knowledge Proof. Alors je dis s'intéresserait potentiellement puisqu'il n'y a rien d'officiel, ce sont que des informations rapportées par des membres de Kraken à CoinDesk. Après, il n'y a rien d'étonnant, c'est une stratégie de marketing comme une autre, à savoir de lancer une rumeur par les médias avant de l'annoncer officiellement. En tout cas, ce qui est certain, c'est que donc il y a un intérêt de la part de Kraken vers ces solutions de seconde couche. Et il n'y a rien d'étonnant à cela puisque, et vous l'avez certainement constaté par vous-même, d'autres concurrents de Kraken, notamment Coinbase et Binance, ont déjà sauté le pas et sont déjà en train de construire leur propre Layer 2. Et oui, parce que si on prend l'exemple de Binance, eh bien ça s'appelle l'OPBNB, c'est une solution de seconde couche qui est à mi-chemin entre la BNB Chain et l'OP Stack d'Optimism. Et pour Coinbase, ça s'appelle Base, et vous le savez, on a déjà une vidéo dédiée à ce sujet, si ça vous intéresse, le lien apparaîtra quelque part à l'écran.
Et elle aussi, eh bien, elle est développée sur l'OP Stack d'Optimism. Donc d'ailleurs, pour information, plutôt sur les Optimistic Rollup, alors que Kraken s'intéresserait plutôt aux ZK Rollup, qui sont donc deux technologies qui s'opposent concrètement. Et alors la question qui se pose maintenant, c'est de savoir pourquoi est-ce que des plateformes d'échange de crypto-monnaies s'intéressent aux solutions de Layer 2. C'est vrai que c'est un petit peu surprenant, mais en réalité c'est tout à fait logique. L'ambition des plateformes d'échange, c'est toujours de proposer de plus en plus de services à leurs clients. Et il y a quelque chose qui est évidemment en vogue depuis 2021, c'est la finance décentralisée. Et eux, leur ambition, c'est de construire ce qu'on appelle la Centralized Decentralized Finance, donc la finance décentralisée par le biais d'un intermédiaire centralisé. Et donc, en ayant leur propre Layer 2 sur Ethereum ou sur une autre technologie, l'intérêt, c'est de pouvoir permettre à leurs utilisateurs d'utiliser des applications décentralisées, des applications donc de finance décentralisée, tout en restant dans l'écosystème de leur plateforme d'échange. Et là est tout l'intérêt. Ils conservent leurs clients finalement dans leur écosystème. Et en plus, l'autre intérêt, c'est que ces solutions de seconde couche, elles sont pour la plupart centralisées. Et donc les validateurs appartiennent à la plateforme d'échange. Si je prends le cas de Coinbase, les validateurs de Base appartiennent majoritairement à Coinbase et donc ils ont la possibilité de jouer sur plusieurs paramètres et notamment sur les frais de transaction, ce qui leur permet d'appliquer des frais de transaction soit nuls pour leurs clients s'ils le veulent, soit assez élevés pour des entreprises qui viennent construire quelque chose dessus. En tout cas, voilà, c'est là la clé, c'est que c'est une nouvelle source de revenus pour ces plateformes d'échange de crypto et c'est aussi une manière de permettre à leurs utilisateurs d'utiliser la DeFi sans sortir de leur carcan et donc de les conserver près d'eux, entre guillemets. Allez, on enchaîne avec un sujet dont j'ai un petit peu parlé en préambule de cette vidéo, ce sentiment de retour de bull run sur le marché. Vous l'avez certainement constaté par vous-même, la semaine dernière, le marché des cryptos était en pleine ébullition, avec certains actifs qui ont connu des hausses à 2 chiffres, voire même pour d'autres à 3 chiffres. Alors, on en a parlé de nombreuses fois sur Cryptos déjà, et si vous suivez les actualités quotidiennement, vous l'avez certainement constaté aussi. Solana, par exemple, qui imprime l'une des meilleures performances, si ce n'est la meilleure performance du top 10 des cryptos depuis le début de l'année, qui passe de 6 $ à quasiment 60 $ au moment où je vous parle aujourd'hui. On a eu aussi le gas de la blockchain Neo qui fait 800% de hausse depuis le début de l'année. On a eu Ordi, le tout premier token BRC20 propulsé par les Ordinals qui a connu aussi une hausse assez spectaculaire la semaine dernière. Mais celui dont je voulais vous parler, ça n'est pas un actif classique, on va dire. Celui dont je voulais vous parler, c'est le FTT, le token natif de l'écosystème FTX. Et oui, si vous aviez cru que le FTT était mort, eh bien, ça n'est absolument pas le cas. Évidemment, suite à la faillite de FTX, il y a un petit peu plus d'1 an maintenant, le token avait dégringolé, il était tombé à quasiment 1 $, il oscillait depuis entre 1 $ et 2 $. Mais voilà, eh bien la semaine dernière, il a été propulsé à quasiment 6 $, un x3 en l'espace de quelques jours seulement. Qu'est-ce qui explique cette hausse? Eh bien tout simplement les rumeurs de reprise de FTX. Et oui, on vous en avait déjà parlé sur Cryptos, mais d'après les rumeurs, environ 75 sociétés s'étaient manifestées pour évaluer la possibilité d'acquérir FTX. Et bien la semaine dernière, d'après le Wall Street Journal, il y a 3 d'entre elles qui ont été retenues. Donc il y a Bullish, qui est déjà un échange de crypto dirigé par Tom Farley, qui est ancien président du New York Stock Exchange. Il y a la startup FinTech qui s'appelle Figure Technologies et il y a Proof Group, qui est une société d'investissement privée. Mais ce n'est pas tout, parce que dans le même temps, Gary Gensler, qui est le président de la SEC, a littéralement donné son feu vert à une relance de FTX. Il a expliqué tout simplement qu'il n'y voyait aucun inconvénient, à condition tout simplement que la plateforme d'échange de crypto-monnaies rentrait dans la loi et ne transigeait à aucune règle américaine. Auquel cas, si ça se faisait dans les règles de l'art, il n'avait aucun souci à ce que FTX soit relancé. Et donc évidemment, tous ces éléments accumulés ont donné le sentiment aux investisseurs que FTX pourrait potentiellement revoir le jour. Et que, évidemment, le token natif de FTX, le FTT, pourrait retrouver une nouvelle utilité au sein de cet écosystème. Et ça explique aussi donc cette hausse assez spectaculaire de cette crypto-monnaie qui pour beaucoup était vouée à disparaître. Avant de terminer cette vidéo, je pense qu'il va être temps de relancer la rubrique des autres actus en bref, puisque je vois qu'il y a beaucoup d'actualités importantes de cette semaine que j'ai pas eu le temps de vous expliquer aujourd'hui dans cet épisode du Récap Crypto. Donc on va faire comme à l'époque du précédent bull run et on va relancer cette rubrique des actus en bref. Et on commence avec Poloniex, la plateforme d'échange de crypto-monnaies de Justin Sun qui a été hacké la semaine dernière à hauteur de 130 millions de $. Le hacker ne semble vraisemblablement pas vouloir rendre les fonds, malgré la proposition de Justin Sun de lui laisser 5% de ses fonds s'il venait à les rembourser dans les 7 jours. On avait également cette semaine une actualité autour du fonds Chainlink de Grayscale qui s'échange à 3 fois son prix. Pourquoi? Eh bien déjà parce que ça n'est pas un ETF, donc il y a peu de liquidité, ce qui explique ces différences de prix entre l'actif sous-jacent et le fonds indexé proposé par Grayscale, mais aussi parce qu'il y a un intérêt grandissant des institutionnels envers
les solutions d'Oracle. Et oui, puisqu'il s'intéresse à la tokenisation des actifs du monde réel et comment est-ce qu'on connecte le monde réel avec le monde de la blockchain, eh bien grâce aux oracles, et donc forcément Chainlink en bénéficie. Ensuite, vous l'avez certainement vu par vous-même, Binance la semaine dernière nous a fait un teasing assez exceptionnel pour une nouvelle annonce avec une vidéo très mystérieuse qui s'est révélée être finalement l'annonce d'un nouveau wallet Web3, un wallet auto-hébergé qui permet d'interagir avec des applications de finance décentralisées et de stocker des crypto-monnaies. La différence évidemment c'est qu'il est donc auto-hébergé, c'est-à-dire que vous détenez vous-même vos clés privées. C'était donc l'annonce de Binance la semaine dernière. Et on a eu également l'annonce de Circle qui exprimait sa volonté d'être introduite en bourse au cours de l'année 2024. Circle qui est, je le rappelle, l'entreprise qui émet le stablecoin USDC. Et on termine cette rubrique avec une actualité qui concerne CoinHouse qui a annoncé le lancement d'un compte euro, un compte avec des services bancaires traditionnels, avec un IBAN français et qui permettra de faciliter l'interaction entre le monde des cryptos et votre compte bancaire et qui répond surtout à la problématique des banques qui sont assez frileuses de vous laisser investir dans les crypto-monnaies. Voilà, c'est la fin de cette rubrique des autres actus en bref sur le marché crypto et c'est la fin aussi de cet épisode du Récap Crypto. J'espère évidemment qu'il vous aura plu. Je pense que vous l'avez constaté par vous-même, il y a de plus en plus d'actualités en ce moment, qui est le résultat évidemment de cette reprise haussière du marché des cryptos depuis le début de l'année, mais surtout depuis quelques semaines maintenant. Donc on va sans cesse essayer de réajuster le format du Récap Crypto pour toujours continuer de vous informer au mieux sur ce qui se passe sur le marché des crypto-monnaies. Donc j'espère que ça vous plaît. N'hésitez pas à retrouver le podcast que j'ai enregistré et publié hier avec Yorick de Montbrine, donc sur Bitcoin, la philosophie, l'économie de Bitcoin, etc. Un podcast extrêmement intéressant. Demain, vous pourrez retrouver aussi Vincent Gann pour parler d'analyse technique. Et je pense qu'il y a énormément de choses intéressantes à aborder en ce moment au vu des mouvements sur le marché des cryptos. Moi, je vous souhaite de passer une excellente semaine et je vous dis à très vite sur la chaîne YouTube de Cryptost.